Mardi, nous sommes le 21 juin 2020. Bonsoir et merci de votre fidélité à notre antenne en français. Dans votre émission de ce jour Covid-19, à vos questions, nous allons évoquer avec notre invité ce thème, Afrique Covid-19. L'OMS s'inquiète de l'accélération de l'épidémie. Mon invité, son nom, Dr Ametepe Abraham Agossou. Il est bien sûr le directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment est-ce que vous passez ces derniers temps, bien sûr, de cette maladie à coronavirus, particulièrement dans votre département, santé de la mère et de l'enfant? Oh, assez bien. Assez bien, ça, oui, on peut dire. Mais l'épidémie continue de faire son bon nombre de chemins. Oui. Et nous apprenons à vivre avec l'espoir aussi que la population comprenne l'enjeu et adopte le comportement qu'il faut. On a vu depuis l'avènement de cette maladie à coronavirus fin d'année 2019, nous étions en décembre jusqu'à maintenant. L'OMS va de déclaration en déclaration. La dernière en date, bien sûr, cette sortie-là, selon laquelle la maladie ou bien l'épidémie, d'abord, s'accélère dans certains pays. Et l'OMS s'inquiète. Concrètement, comment est-ce qu'on peut expliquer encore cette sortie-là? Enfin, c'est quoi le constat qui a été fait sur le terrain? Oui, le constat, c'est vrai que avec les mesures qui avaient été prises au début de l'épidémie, à savoir le confinement, le bouclage des villes, etc., et la population, d'abord au début, il y avait cette panique-là, et qui a fait que les gens ont suivi strictement les consignes. Oui. Mais avec le déconfinement, l'allègement des mesures, les gens ont confondu cet allègement-là à la fin de l'épidémie. Et ce qui a donc provoqué ou entraîné dans beaucoup de pays une augmentation du nombre de cas. Et c'est ça qui inquiète vraiment l'Organisation mondiale de la santé, pour attirer l'attention justement sur le maintien des mesures barrières, l'insistance sur les conditions de vie pour maîtriser l'épidémie. Et c'est vrai que on dirait que les pays sont à peu près à bout de souffle. Oui. Et ils sont donc obligés d'ouvrir un peu les vannes pour pouvoir respirer. Et bien sûr, cette ouverture de vannes ne va pas sans conséquence sur l'évolution de l'épidémie. Et c'est pour cela que l'OMS est là pour rappeler que c'est vrai, les pays doivent vivre ou survivre, mais il faut aussi avoir à l'esprit que le changement de comportement que chacun doit adopter est indispensable pour la maîtrise de l'épidémie. Alors, on sait quand même que dans les pays développés, la situation est aussi précaire, où on constate dans certains pays de l'Europe l'épidémie qui évolue. On se demande justement, c'est parce qu'on a déconfiné ou bien on a allégé un peu les mesures, les restrictions, ça et là, ou bien qu'il y a un autre facteur qui explique tout ce qu'on est en train de constater sur le terrain. Bon, il faut dire que l'épidémie, chaque jour, est découverte de plus. Il y a certains aspects qu'on ignorait ou il y avait des hypothèses, soit qui se confirment ou qui sont infirmées après. Et ce qui fait que chaque jour, les directives sont améliorées. Oui. Et donc, mais le confinement avait des répercussions aussi bien sur les individus que sur les États. Et nous disons la dernière fois qu'il y a une dame qui disait que elle autre, c'est pas l'épidémie, le Covid qui va la tuer, mais c'est la faim qui va la tuer. Et donc c'est la même chose pour les États. Quand on voit les pertes économiques qui ont été évaluées, c'est énorme. Et ce qui donc a poussé les États à trouver des situations intermédiaires. Survivre
mais préserver aussi la sécurité de la population. Et c'est ça, et vraiment, c'est pas très aisé de trouver l'équilibre entre alléger les mesures et maîtriser l'épidémie. Parce qu'alléger les mesures veut dire donner une certaine liberté à la population. Mais au même moment, il faut quand même rappeler à la population que cette liberté a des limites qu'il faut respecter si on veut vraiment maîtriser l'épidémie. Donc, dans ces pays, c'est ça, je crois que j'écoutais sur un média la dernière fois où les gens ont fui les villes où le confinement est strict. Dans d'autres villes où les mesures sont allégées. Vous voyez, ça veut dire que le problème va juste être transporté d'un pays, d'une ville à une autre. À une autre. Ouais. Donc, malheureusement, la maîtrise de cette épidémie qui est un problème de comportement, vraiment appelle à trouver la stratégie la plus appropriée pour amener les gens à respecter ces dispositions-là. Alors, on sait qu'il faut quand même essayer de revoir autrement les choses. Si on prend les pays, dans tout son ensemble, si nous prenons le Togo, qui est le pays, notre pays, est-ce qu'on peut dire que ça évolue? La courbe, ça s'accélère ou bien on est au niveau de la stabilité ou la stabilisation de la courbe depuis quelque temps? Oui, on peut dire que de toute façon, la situation ne s'était pas aggravée. Oui. Et les pics que nous avions connus étaient liés à certains événements qui sont survenus. Le pic de la semaine, de la 20e semaine, était lié au déconfinement du Ghana. Et puis après, la situation s'est stabilisée autour de entre 54 et 56 cas par semaine. C'est même descendu jusqu'à 35 cas par semaine. Et puis, depuis qu'on a à l'annonce de l'ouverture des écoles et autres, on a changé un peu de stratégie et de pistage systématique de tous les voyageurs qui arrivent. Enfin, le système de voyageurs était quand même de vigueur, mais on a changé un peu de stratégie pour capter tous les voyageurs qui rentrent. Avec la mobilisation des agents de santé communautaires, les chefs traditionnels, ou dès que quelqu'un rentre dans un village, il est signalé aux autorités pour que le dépistage lui soit fait. Donc avec ce screening des voyageurs, le nombre de cas a augmenté un peu. Et puis après, c'est descendu jusqu'à 37-40. Et la semaine dernière, on a trouvé, c'était augmenté à 60. Et lié à quelques incidents survenus dans une entreprise où on a trouvé vraiment beaucoup de cas aussi, donc qui a été comptabilisé. Et avec ces contacts, la stratégie du Togo, c'est qu'une fois qu'on a quelqu'un, tous les contacts sont dépistés. Voilà. Et tous les voyageurs, nous viennent d'en parler, tous les contacts sont dépistés. Et lorsque quelqu'un signale un cas suspect, dès qu'il est positif, tous ces contacts sont dépistés. Et ce qui fait que donc je peux dire dans l'ensemble, depuis, on peut dire que c'est stabilisé. Il n'y a pas trop pas d'augmentation, pas de chute non plus. Mais nous attendons, comme on vient d'ouvrir les églises aussi, les lieux de culte et de prière, nous attendons dans les 2 semaines à venir comment va être la situation pour voir est-ce que nous maîtrisons toujours la situation à travers le respect des directives et des consignes au niveau des lieux de culte et de prière pour apprécier vraiment la situation. C'est pour cela justement que on n'a pas ouvert tous les points de prière et d'église en même temps. Donc on y va progressivement et avec un suivi rapproché pour pouvoir apprécier la situation à sa juste valeur et savoir quelles dispositions prendre pour avancer. Alors ça c'est pour le Togo. Quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil sur l'évolution des chiffres dans le monde entier, on parle à l'heure où nous sommes au plateau actuellement de 14 707 451
Qu'a confirmé avec 8 millions 294 208 guérisons pour 60 000, non, 609 986 décès. Et les pays en pole position sur l'échiquier mondial, on parle des États-Unis, Brésil, l'Inde, Russie. On parle aussi de l'Afrique du Sud, on parle de Pérou, avec leurs différents chiffres. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces cas-là? Par exemple, si nous prenons les États-Unis d'Amérique, en ces dernières 2 semaines, on ne comprend plus rien. Hein? Oui, vous savez, la stratégie d'abord dépend de chaque pays et des enjeux qui sont en cours. Et aux États-Unis, nous avons vu qu'ils étaient en préparation des élections. Il y a des campagnes qui sont organisées. Mais il y a aussi le style de... Je me trompe, de gestion de l'État aussi. Vous savez que là, les gouverneurs sont... Il y a une certaine autonomie ou indépendance, on peut dire. Puisque je prenais sur les médias la dernière fois que dans un État où le gouverneur dit il ne peut pas imposer le port de masque à la population. Ouais, si c'est, alors que chez nous ici, nous avons vu que c'est obligatoire. Le chef de l'État même qui était en tête. C'est pas seulement d'une amende maintenant. Voilà. Au moins 3 000 francs CFA si vous ne portez pas votre masque. Oui. C'est ce qui est constaté sur le terrain. Donc ça dépend de là où on a placé la base. Chaque État a ses raisons que nous ne pouvons pas tout cerner ici. Mais en gros, pour moi, je pense que ça dépend de là où on a placé la barre. Si les autorités sont... ça dépend de l'analyse que chaque État fait et de la chose et des enjeux qui sont en cours. Mais je crois que nous, on peut dire que la façon dont le problème est cerné, là où la barre est placée tellement haut, autre que tout le monde est tenu de respecter des mesures qui sont consignées et recommandées. Parfait. Nous allons nous intéresser aux pays de la sous-région ouest africaine avec la carte des cas. Au Togo, on va laisser peut-être le Togo. Pour le cas du Togo, on a au moins une idée. On va s'intéresser à nos voisins immédiats et de l'espace CEDEAO et l'UMOA. Si nous prenons par exemple nos voisins de l'Ouest, si je veux parler bien sûr du Ghana, ils sont autour de 28 430 cas confirmés avec 153 décès. Oui. 153 décès. Et la Côte d'Ivoire dans la foulée est autour de 14 312 et cas confirmés pour 8 659 décès et puis 92 décès. Voilà, guérison, c'était 8 659, voilà, pour la Côte d'Ivoire et 92 décès pour la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer concrètement ça? En ces derniers temps-là, on augmente, les chiffres augmentent au jour le jour dans ces pays-là, comparativement à certains pays également dans l'espace. On parle du Togo, on parle du Niger, qui sont de bons élèves en matière de la gestion, et peut-être du Bénin, de Patrice Talon, qui aussi est au-delà maintenant de 1500 cas aussi. Oui, vous voyez, quand on prend le nombre total de cas, ça peut être plus ou moins proportionnel aussi à la taille de la population. La taille de la population, ok. Nous ne voyons pas vraiment ce côté de la chose. Donc pour le Togo, c'est compréhensible quand même. Oui, c'est compréhensible et surtout avec les mesures. Donc ça dépend, comme je le dis, d'abord de la taille de la population et puis du comportement de la population. Et vous savez, de façon générale, je pense que c'est une force. Le Togolais est, je dirais, bon, je ne dis pas que les autres ne sont pas dociles, mais le Togolais est vraiment docile. Et quand on voit, la dernière fois, quelqu'un disait que même au marché où les bonnes femmes, entre elles, se font des reproches. On dit, mais toi, on a dit de porter le masque, pourquoi tu ne l'as pas?
on appelle revendeuse elle-même ça. Et alors qu'ailleurs, peut-être que tu ne pourras pas le dire quand tu vas dire ça, on va te demander, mais quel est ton problème? Est-ce que tu te substitues à la police ou bon? Mais là, ici, on se permet de le dire. Et au moment où on a dit que le couvre-feu, on a introduit le couvre-feu et autres, les gens ont plus ou moins suivi ces consignes. C'est vrai, je suis pas allé dans d'autres pays, mais je pense que lorsque les consignes ne sont pas très suivies, on aura de la peine vraiment à maîtriser l'épidémie. Parce que les voies de contamination sont au moins connues. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les mesures pour les éviter aussi sont connues. Et tout ce qui est comportement humain est difficile à maîtriser dans un délai court. Parce qu'il faut du temps pour que les gens s'adaptent. La dernière fois, on parlait du port de masque où les gens disent qu'ils n'arrivent pas à bien respirer, ils ont la sensation d'être étouffés quand ils portent le masque. Donc, c'est un problème de comportement. Et de façon générale, la réaction de la population face à certains événements. Et lorsque les gens ont l'impression que c'est une sorte de révolte ou de laisser aller, Oui. et si au même moment, on n'a pas suffisamment de moyens pour maîtriser, et ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, quand vous voyez au Togo, à tous les coins des feux tricolores, même en dehors des feux tricolores, vous avez des forces anti-Covid qui rappellent donc ces consignes. C'est vrai, je suis pas allé dans les autres pays pour savoir comment ça se fait, mais je me dis, s'il y a un relâchement, ou si on n'a pas la même rigueur, ou on n'a pas les mêmes moyens pour contrôler vraiment, on a de la peine à maîtriser l'épidémie. Donc, c'est ce qui peut expliquer également la flambée des chiffres dans certains pays. Oui. On parle aussi dans la foulée de l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud, où on ne comprend plus ce qui se passe. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, en Afrique particulièrement. Oui, et en Afrique du Sud, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population, et puis plus vous avez les lieux où le regroupement est plus important, où on a l'habitat, le mode de vie même permet un contact plus serré. Et bien sûr, une fois qu'il y a un cas dans ce lot, ça va faire rapidement tache d'huile et se répandre. Ou bien les villes ou les pays où il y a un peu de grogne, et aussi où les gens sont appelés à se regrouper, ou parfois même on peut dire quand les gens, lorsqu'il n'y a pas une stabilité sociopolitique aussi, ça ne peut pas vraiment permettre aux autorités d'instaurer des mesures et de les faire respecter. Vous savez, généralement quand il y a des troubles, les gens réagissent pensant qu'ils font du tort à l'autorité, mais c'est nous-mêmes, regardez ce qui se passe parfois quand il y a des troubles. Qu'est-ce qu'on casse? On casse les feux rouges, on casse les bâtiments. Bon, c'est la force de réaction, mais en réalité qui n'apporte pas de solution au problème. Donc je me dis, dans certains pays, lorsqu'il n'y a pas quand même de stabilité, où il y a de la grogne sociale aussi, ça ne permet pas quand même d'instaurer une discipline de groupe dans ce cas-là. Comme facteur, on évoquait depuis quelque temps aussi cet assassinat de ce noir américain aussi aux États-Unis, qui est l'un des facteurs aussi pointés du doigt, parce que c'était toute l'Amérique qui était dans la rue. Justement, je disais, quand il y a une grogne sociale, c'est pas facile que l'État ou l'autorité investie arrive à imposer une discipline lorsqu'il y a la grogne. Tout ce que vous dites, même si c'est du bien fondé, c'est interprété autrement et les gens se comportent en conséquence comme pour réagir, mais même si c'est au détriment de leur propre santé.
Les gens préfèrent mourir. Hein. C'est ça vraiment qu'ils vont. Ils ne voient Parce pas tout de suite la mort. Visuellement, on a comme l'impression que c'est tout le monde entier qui était ébranlé vraiment par cet assassinat de George Floyd. Mais dans la foulée, il y avait la maladie qui était là, mais les gens ont bravé les interdictions et puis on se dit, bon, vaut mieux de mourir de Covid que de mourir de, de cet assassinat-là. Malheureusement pour l'épidémie de cette maladie, et on ne l'attrape pas aujourd'hui et que demain on est alité. C'est ça qui fait que on ne voit pas tout subvenir le danger, mais la révolte, le cri de cœur, la rage au cœur là, dépasse le risque, l'évaluation du risque qui arrive. Donc les gens sont dans la rue et oublient qu'ils peuvent quand même se partager le virus à travers ces attroupements-là. En ce moment précis, au moment où ils réagissaient, toute leur attention focalisée sur la révolte, la grogne, le cri de cœur, la haine qu'ils nourrissaient. Donc, on oublie vraiment les autres risques et on s'expose. Alors, on va encore s'intéresser un peu au Togo. Comment ça se présente région par région, ou bien vous avez l'habitude de parler bien sûr des districts sanitaires. Au Togo, on dispose de 44 districts sanitaires. Comment est-ce que ça se présente? Quelles sont les parties du pays les plus touchées en matière de Covid? Oui, je dirais que les parties du pays, c'est plus la région au sud du pays, hein, quand on prend d'abord le grand golfe. Et le grand golfe, c'est-à-dire avec ses communes, ils sont plus touchés. Ils sont plus touchés, je dirais même près de le tiers de tous les cas, c'est vraiment dans Lomé, dans le Grand Lomé, ou bien même les 2 tiers, enfin près de la moitié quand même, dans Lomé maritime. Et le reste, c'est réparti de la région centrale jusqu'au... Aujourd'hui, tous les districts sont touchés. Toutes les communes du pays sont touchées. Mais les districts les plus touchés, c'est le district 5, 1, 2, 4. Et le Golfe, dans la maritime, et Bamono, dans la région centrale. Bamono, on est dans la région maritime. Ok. La région maritime, c'est vers Bamono, c'est... Au niveau de Lavagno, c'est qu'on appelle Afanya. Afanya, comme Glozou et autres là. Agbanaken. Voilà, c'est dans la zone là qui sont un peu touchés. Et disons donc c'est beaucoup plus le sud du pays jusqu'au niveau de Montien, dans la zone là, c'est là où on a plus de cas. Mais au départ, le Raro était plus ou moins épargné parce que le premier cas qui a été découvert dans le Raro, ça a pris du temps. Hein? Oui. Ça a pris du temps parce que on se demandait, mais ou bien c'était des cas cachés ou comment. Sinon, ça avait pris du temps. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas le chiffre de Raro est toujours est très faible jusqu'à ce jour. On a seulement 6 cas jusqu'au rapport d'hier. 6 cas dans le Rao. Et c'est vrai qu'on n'a pas une raison vraiment précise de ce faible taux, mais Rao n'est pas la seule préfecture où il n'y a pas assez de cas. Nous avons même, en Franck Penjal, il n'y a qu'un cas. Et donc il y a beaucoup de villes comme ça qui, heureusement, n'ont pas beaucoup de cas, alors que en France, Lomé, Grand Lomé, jusqu'à la région maritime, la ville de la région maritime, où il y a le maximum, la majorité des cas, même c'est dans ces villes-là. Et c'est un peu lié, comme je l'ai dit aussi, à la population. Quand on prend la population de Lomé et Grand Lomé maritime, ça fait au moins le tiers de la population. Le tiers de la population togolaise, voilà. Donc, comme on le dit encore une fois, c'est proportionnel à la population, aux activités et à l'exposition également. L'aéroport, bien sûr. L'aéroport, et puis la position. Hein. Les grands ports, les grandes frontières. C'est à Lomé. La seule capitale collée à une frontière. À une frontière, justement. C'est un peu bizarre. Hein. Et c'est là où il n'y a pas... Bien sûr, nous avons une frontière avec des forces de sécurité, mais il n'y a
beaucoup de passages. La porosité. Justement, entre des deux côtés. Vous êtes à Tikouma, vous regardez dans le Ghana à côté. Bien sûr. Alors que quelqu'un à côté, ça ne fait même pas une minute. Et puis il est à votre côté. Alors quand on va à l'intérieur, ou même s'il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de passage aussi facile comme ça pour que les gens puissent rentrer. Donc, tous ces facteurs expliquent que Lomé, Grand Lomé maritime sont donc plus exposés. Et naturellement, nous avons plus de cas dans ces régions-là. Donc c'est le Grand Lomé dans tout son ensemble qui est beaucoup plus impacté par cette maladie à coronavirus. On a vu, on continue pas à entendre ce que l'OMS dit au jour le jour. Alors l'alerte est donnée. Qu'il faut-il faire justement? Oui, c'est surtout ce rappel-là pour qu'on n'oublie pas, que nous ne fassions pas une confusion et donc entre reprendre les activités et oublier que la maladie existe. Et bien sûr, les autres mesures, dispositions qui étaient déjà prises vont toujours être renforcées, à savoir donc le dépistage, le renforcement de la détection des cas. Et tous les voyageurs doivent être donc signalés, et l'isolement des cas, et la prise en charge des cas, et les contacts doivent être donc dépistés. Et les dispositions, les mesures barrières doivent être donc respectées. Et l'attention était attirée aussi sur le renforcement de ces mesures face aux autres mesures qui arrivent. D'abord, c'était l'école, la dernière fois, c'était les églises, et prochainement, probablement les frontières. Et là, donc, c'est de trouver... Surtout dans l'espace CEDEAO, hein? Oui, donc trouver... Ça va être beaucoup... donc s'entendre d'abord entre pays pour que presque les mêmes dispositions soient prises partout. Parce que si un pays dit, avant de rentrer, il faut avoir le test au départ, et quand tu viens, on vérifie si le test est bon, s'il n'y a pas eu de contact. Et si de l'autre côté, les gens n'ont pas les mêmes dispositions, bon, ça ne va pas aller. Donc c'est pour cela, je crois que les ministres de la Santé de la CEDEAO se retrouvent régulièrement pour s'entendre sur les dispositions à prendre de façon collégiale pour endiguer l'épidémie. L'OAS, dans la foulée, peut-être qu'elle est en train de penser à une solution riposte commune dans l'espace. Justement, je disais tout à l'heure qu'il y a des réunions régulières entre donc, les ministres de la Santé, de l'espace CEDEAO, et pour analyser les stratégies les plus appropriées et pour endiguer cette épidémie. Par exemple, lorsqu'on va ouvrir les frontières aériennes, lorsque quelqu'un arrive, quelles sont les conditions, dans quelles conditions on doit voyager, et quelles sont les dispositions que doit prendre le voyageur. Lorsqu'il arrive dans le pays hôte, quelles sont les dispositions à mettre en place? Mais tout ça, là, ça doit être fait de façon collégiale et que tout le monde adopte les mêmes dispositions. Si quelqu'un dit, par exemple, avant de voyager, il faut que tu fasses le test chez toi, au point de départ, et que l'autre dit, moi, je ne trouve pas nécessaire de faire le test au point de départ. À quoi ça a servi finalement? Voilà, donc finalement, on ne va pas avancer. Donc, ils doivent vraiment s'entendre sur ça. C'est vrai que ce n'est pas exactement les mêmes réalités. Et le nombre de personnes qui arrivent par l'aéroport de Lomé n'est pas exactement le même nombre qui arrive à Accra, pas le nombre qui arrive à Cotonou, etc. Mais de façon globale, générale, on doit quand même voir quelles dispositions. Justement, parlant bien sûr de ces aéroports-là, on a vu certaines vidéos, clips, enfin, pubs qui annonçaient la reprise des activités, bien sûr, à l'aéroport international Yacine Beyat de Lomé. Et puis, c'est tout un amarda de dispositifs de la riposte. Et selon les propos du colonel, la Mayata, on ne va pas attendre jusqu'à avoir le 0 cas avant de commencer par travailler. Mais dans la foulée, c'est payant maintenant. Oui, il faut... On a écouté le colonel Djibril qui l'a dit. Il faut quand même une contribution, mais je ne crois pas que tout ce que la contribution qu'on demande fait exactement les dépenses. Je ne crois pas. C'est tellement une contribution parce qu'il faut compter
le coût des réactifs, le personnel qui est là, l'entretien, tout ça là, ça doit être très élevé. Donc c'est une contribution pour au moins assurer une partie des dépenses qui sont engagées pour assurer cette activité-là, pour exécuter cette activité. Et cette disposition, ailleurs, les gens ont déjà commencé. Hein, et nous pensons qu'au niveau de l'aéroport, ça ne serait pas trop difficile si quelqu'un achète un billet qui a des centaines de mille et on demande d'ajouter l'analyse là, je ne sais pas. On parle aussi de la prise en charge si vous rentrez par exemple au Togo, on vous met en quatorzaine, si vous n'installez pas l'application qui vous permettra de vous suivre un peu partout sur le territoire, dans tout son ensemble. Il faut mettre à la disposition 500 000 pour votre prise en charge. Est-ce que ça ne va pas quand même amener les gens à penser à des solutions qui ne seront pas vraiment opportunes? Parce que les gens vont préférer peut-être atterrir dans d'autres pays, emprunter des voies, et puis... vous voyez un peu ce que je dis. Justement, tout ça, c'est... Parce qu'on sait que, pour certains Togolais qui veulent venir rentrer au pays pour ces vacances-là, peut-être on atterrit au Ghana, on n'emprunte pas à plat ou on par un sentier. Voilà, ou on passe par Palimé à la frontière, comme on dit, Ro, ou bien Yévier, pays, ces consorts là, c'est vite fait, hein? Bien sûr, bien sûr. Non, toutes c'est des suggestions, propositions qui sont toujours à l'étude. Toujours à l'étude pour voir quelle va être la meilleure façon d'endiguer l'épidémie d'abord pour rassurer la population, parce que la dernière fois quelqu'un me demandait est-ce que la prise en charge des cas serait payante. Non, pour le moment, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est des suggestions qui sont toujours à l'étude parce que si, comme vous le dites, si on ne fait pas attention, les gens vont se cacher, ils seront malades. Mais les gens seront malades, mais ils ne vont pas se signaler. Et ils seront dans leur coin à propager la maladie. Donc, c'est à l'étude. Je crois que les autorités, les différents comités trouveront quand même le juste milieu. Mais la population aussi doit participer, contribuer, et à travers donc, le respect des mesures qui sont éditées pour la sécurité et notre sécurité et la sécurité de tous ceux qui nous entourent. Et si nous ne respectons pas ces mesures et que le nombre de cas venait à exploser, et bien sûr, on ne pourra pas, tout le système serait dépassé et ça va être la catastrophe. Donc, je crois que d'où l'objet ou bien l'intérêt de ces émissions, de tout ce qui se passe comme communication pour expliquer l'enjeu à tout le monde et insister que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et ça doit être un changement de comportement global, général, de tout le monde. Et il suffit seulement qu'il y ait quelques brebis galeuses et puis tout le système est à l'eau. Il y a ces critiques-là, ça et là, parce que le patron de la commission de la riposte, dans certaines de ses déclarations, a fait entendre que d'autres patients qui sont pris en charge traînaient également d'autres pathologies. Et puisque la prise en charge se fait d'une façon holistique, ça fait des dépenses et c'est peut-être le moyen. Mais dans la foulée, n'est-il pas bon peut-être de commencer par relancer la mobilisation, surtout pour les 400 milliards devant bien sûr servir pour... venir à bout à cette maladie au Togo, d'encourager quand même les bonnes volontés. Peut-être instituer au niveau, on ne sait jamais, même si on peut le faire à notre insu, même si on le sait ou pas, on va peut-être crier un petit peu et puis c'est fini. Peut-être sur les crédits de communication, vous payez peut-être pour 450, on vous prend peut-être 5 francs ou bien 10 francs, peut-être pour cette mobilisation, ou pensez également à d'autres moyens pour mobiliser les fonds afin de venir en aide, bien sûr, pour l'achat des intrants et autres, là, pour les analyses, la prise en charge de ces patients-là. Surtout que la courbe n'est plus ascendante, elle est plus ou moins stable maintenant. Un plateau, oui. Oui, justement, certainement que toutes ces réflexions sont dans la balance
Et pendant que vous disiez, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour mobiliser, je crois, pendant un temps, on annonçait sur les médias, il y avait une liste qui défilait où on donnait les noms et chacun avait sa contribution. Je crois que c'était une façon d'inciter les autres à faire comme ce qu'on montre pour dire apparemment, on a autour de 2 milliards et quelques. Sur 400, on a 2 milliards. Bien sûr, ça paraît infime, mais quand même, c'est une façon d'encourager les autres à participer. Et je ne sais pas, mais je suis sûr que depuis la dernière publication, certainement qu'il y a eu encore de bonnes volontés. On attend un temps pour passer aussi, montrer ça sur les médias pour encourager les uns et les autres à faire autant. C'est vrai, augmenter les taxes sur le carburant, par exemple. Non, le carburant, on ne va pas augmenter. Il y a un autre débat qui s'est fait depuis un certain temps. Bien sûr. On va pas... C'est un exemple que je donne. Alors, le carburant, on ne va pas... Non, ça, non. Sinon, il y a un débat... Sur le crédit. Peut-être sur le crédit, on comprend peut-être mieux. La cigarette. La cigarette, voilà. Oui, c'est des choses qu'il faut tasser. La boisson même. Dans les boissons. Il faut peut-être essayer de ajouter un petit 10 francs ou 15 francs. Comme ça, on fait le prélèvement avec le trésor. Tu retires alors pour le carburant. Voilà. Ça va aider. Hein. Bien sûr. Et il faut aussi expliquer une autre chose aux gens. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas contribuer. Hein. Même si c'est 1000 francs, on prend. Hein. Même si c'est 1000 francs comme contribution, l'État peut prendre ça. Hein. Il suffit juste d'aller au niveau de la cellule et puis aller au niveau de CHR, le mec commune, s'annoncer à l'entrée. Peut-être on va vous trouver un moyen pour pouvoir vous enregistrer. Prendre au moins. Si on arrive à collecter au moins 500 personnes qui amènent 1000 francs par jour, ça fait 500 000, c'est beaucoup. Hein? Ça fait quelque chose. Et puis, on a les gens croient qu'il faut avoir jusqu'à 100 000, 200 000 avant de venir donner. Non, on peut. Et puis, pour le faire dans l'anonymat, vous voulez... non, mais même si la personne donne on donne aussi à la télé, elle aurait aussi contribué. Hein, bien sûr. Ça, le montant, je crois, c'est l'intention. C'est comme dans la Bible, cette veuve-là qui, n'a donné que ce qu'elle a, et puis ses prières sont exaucées. Bien sûr. Même avant celle des autres. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est le moment ou jamais, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout, d'aider un tant soit peu cette commission qui s'occupe de la riposte de la maladie à coronavirus au Togo afin de ponger ça et là les dépenses parce que depuis l'adresse du chef de l'État à la nation, c'est les moyens qui sont mis à côté et ça commence par... il faut contribuer. On va jeter un coup d'œil sur les chiffres au Togo à la date bien sûr de 20 juillet 2020. Au Togo, le 20 juin 2020, la situation se présente comme suit. Nous avons 214 cas actifs, 554 cas guéris, 15 décès, 783 cas confirmés au total. Le nombre de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 38 149. 4,95 tests pour 100 000 habitants, 1,34 cas pour 100 000 habitants ces derniers 14 jours au Togo. Un petit aperçu sur cette situation qui est présentée. Il faut dire que 5 des 103 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 783. Ces 5 personnes dont les âges sont compris entre 16 et 32 ans se répartissent comme suit. Nous avons 3 cas parmi les cas. Une femme dans le district 5 à Lomé, 2 hommes à Bafilo dans le district d'Assoli, 2 cas parmi les suspects, un homme dans le district 1 à Lomé, un homme dans le district 5 à Lomé. 3 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 554 le nombre total de patients guéris de Covid-19 à la date, bien sûr, de 20 juillet 2020. Voilà un peu, docteur,
le visage que présente le Togo, bien sûr, en matière de la riposte de cette maladie-là, le 20 juin, ça dit hier. Oui, le nombre de tests par habitant, le dénominateur, c'est pour 1000, c'est pas pour 100 000. Voilà. Oui, pour c'est 1000. 495 pour Oui, 1000. pour 1000. Oui, justement, voilà, c'est ça le visage de l'épidémie au Togo à la date d'hier. Et comme nous l'avions dit, d'ici la fin de la semaine, nous verrons si ça a un tout petit peu baissé par rapport à la semaine écoulée ou ça a augmenté un peu, mais depuis quand même quelques semaines, le nombre paraît stable, le nombre de cas par semaine paraît stable. Et donc les efforts, c'est ne plus avoir plus de cas. Ne plus avoir plus de cas, même dans ces conditions, dans les conditions d'ouverture des lieux de culte, etc., malgré ces ouvertures-là, que le nombre de cas soit toujours maîtrisé, voire diminué. C'est ça le souhait de nous tous. Et nous pourrons avoir ce résultat que à travers le comportement des uns de nous tous, le respect des consignes et des directives qui sont donc éditées pour maîtriser l'épidémie. Donc, c'est le protocole thérapeutique de l'hydroxychloroquine et puis l'azithromycine qui est fait bon chemin. Hein. Oui, c'est toujours le protocole là qui est utilisé jusqu'à présent et qui, selon nous, quand même, nous permet d'avoir le bon résultat que nous avons là. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. On a encore quelques minutes. On va peut-être rappeler les gestes barrières aux gens. Hein. Oui. Il y a toujours des symptômes qui sont là, qui éprouvent de difficultés à observer ces gestes-là. Oui. Et les gestes barrières, d'abord, bon, pas d'abord, c'est pas par ordre d'importance, mais il y a le lavage des mains, le lavage régulier et des mains par la main qui touche les poignets, les tables, etc. Donc, laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser les solutions hydroalcooliques ou les gels hydroalcooliques pour éliminer le virus. Il y a le port de masque qui est toujours de vigueur et le port de masque qui joue, donc le masque qui joue beaucoup de rôles, ça a le rôle d'anti-projection, donc ça permet à celui qui le porte de ne pas émettre donc dans la nature le virus si jamais la personne est infectée. Et il y a la distanciation sociale ou physique, au moins 1,50 m, voire 2 mètres entre individus lorsque nous sommes quelque part. Et il y a donc les déplacements ou les visites vraiment qui doivent être strictement utiles. Si ce n'est pas nécessaire, on peut quand même faire tout par des appels, éviter donc de se serrer les mains et de s'embrasser. Et quand on veut tousser, on tousse dans le creux du pli du coude. Et voilà donc ces mesures-là qui nous permettent de contaminer les autres ou de s'infecter. Et il faut aussi quand même souligner dans la foulée que les mauvaises habitudes en matière des veillées ont commencé, la célébration de noces, mariages et autres, là, on a commencé par constater ça dans certains, certains endroits. Oui. Malheureusement, oui. Et ça a commencé, pardon, où on pense que c'est vrai, s'il n'y avait pas cette épidémie-là, c'est un devoir moral d'aller soutenir son frère ou son ami ou un parent qui a perdu un être cher. Mais je crois que dans les conditions que nous connaissons maintenant, nous devons vraiment éviter ça. Ce n'est pas ça qui va... Bon, c'est vrai, ça va remonter le moral, mais je ne crois pas que quelqu'un serait à l'aise quand il va apprendre qu'on est venu à la veillée d'un de ses parents et qu'au retour, l'autre est tombé malade. Je ne crois pas que c'est le plaisir de quelqu'un. Au lieu de faire le déplacement peut-être d'ici à Kwalimé, aller donner 5 000, il faut envoyer 10 000. Justement. C'est mieux, hein? C'est mieux. Avec l'argent, le monsieur peut se débrouiller. Ce serait très utile également, bien sûr. Ce serait très utile. L'argent ne fait pas tout quand même, mais ça peut... Ça peut, dans ces conditions-là, oui. Et la personne va très bien comprendre pourquoi on n'a pas fait le déplacement pour l'assister. Non, mais c'est compréhensible maintenant. Oui.
Ce n'est plus question de j'ai perdu telle personne, vous n'êtes pas venu à l'enterrement. Non, ce n'est plus. Et les bars, peut-être de rappeler aussi. Ah oui, ça vous avez aussi fait une remarque à ce niveau-là. Oui, bien sûr, les bars sont ouverts, c'est vrai. On voit que le propriétaire a peut-être pris des dispositions en écartant suffisamment les tables. Mais autour d'une table, il y a quand même 4 chaises. Et ça fait danser, hein? 4 chaises, oui. Ça fait danser. Il faut sortir le samedi soir pour voir. Ça commence déjà les jeudis. Voilà. Jeudi, Voilà, vendredi, vraiment, samedi, dimanche. Et, curieusement, sans masque. Bien sûr, on ne peut pas avoir un masque et boire ça, prendre sa bière. Oui. Oui. Mais je crois qu'il faut quand même que nous nous ressaisissions, se priver de ce plaisir-là encore pendant un temps, histoire de voir quelle allure va prendre l'épidémie avant de s'adonner à ce genre de plaisir. Ce serait quand même une très bonne décision à prendre. Il faut que la FOSAP essaie également aussi de veiller au grain à ce niveau-là. Hein. Oui, je crois. Nous, très souvent, dans nos enquêtes minutieuses pour enfin identifier ce site-là. on essaie quand même de constater celles-là, des efforts qui se font au jour le jour, mais il y a toujours des gens qui tiennent la tête toujours. Malheureusement, oui. Et surtout pour le port du masque, on sait bien sûr que c'est obligatoire au Togo, mais quand même, on sait que quand on interpelle quelqu'un, il faut qu'on le fasse dans la courtoisie possible pour ne pas quand même créer des psychoses là. Parce qu'on a assisté à certaines scènes aussi, ce n'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. C'est l'occasion quand même de féliciter cette force-là qui est à pied d'œuvre, qui travaille bien sûr sous la vigilance du colonel Amana, c'est ça. Colonel Amana, avec le haut patron, le général Yak. Vous faites du bon boulot, mais c'est également avec certains de vos éléments, essayez de bien ajuster les choses pour qu'on n'assiste pas à des dérapages ça et là. Docteur, c'est la fin. Hein? Merci. On se reverra très très prochainement. Bien sûr. Et avec l'espoir que les mesures seront bien respectées, que nous verrons vraiment que la courbe s'est stabilisée, voire descendre. Un peu d'espoir et puis tout va aller. Hein? Bien sûr. On attend le vaccin. Oui, pour bientôt. Pour très bientôt. Messieurs, merci pour votre fidélité. Ce fut un plaisir pour nous de vous compter parmi nos téléspectateurs. C'était Dr Ametepe Abraham Agossou. Il est le directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'info. À très vite.